Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Donc voici le sommaire. En séjour de travail en Arabie Saoudite, le chef de l'État a été reçu par le roi Salman Al Saoud. Ils ont échangé sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment l'énergie. Le ministre marocain de l'aménagement du territoire a visité le chantier de construction de la cité douane située à Koleya. Il se dit rassuré par la qualité des infrastructures. Des inspecteurs phytosanitaires en conclave dans la ville des Agrumes. Ils ont planché sur la lutte contre les mouches des fruits, précisément celle de la mangue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Commençons tout de suite par le séjour du président de la République en Arabie Saoudite. Professeur Alpha Condé a été reçu par le roi Salman Al Saoud. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment l'énergie et l'agriculture. Commentaire Sanassi Keita. Reçu en audience par le serviteur des deux saintes mosquées, le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, a échangé avec le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud sur plusieurs questions importantes entre la Guinée et l'Arabie Saoudite, mais aussi et surtout entre l'Afrique et ses royaumes. Professeur Alpha Condé a rassuré Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud de sa volonté de renforcer davantage la coopération dans les domaines aussi importants comme l'énergie, l'agriculture, la santé et la formation entre Riyad et Conakry. Le président en exercice de l'Union africaine a dans la même dynamique notifié également aux serviteurs des deux saintes mosquées de son souhait de faire en sorte que la coopération entre l'Afrique et son royaume sous sa direction connaisse un réel progrès. Après son entretien avec le roi saoudien, le République, professeur Alpha Condé s'est rendu dans une des villes balnéaires turques. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du développement de la coopération agricole entre la Turquie et l'Afrique. Voilà le chef de l'État en Turquie. L'arrivée ce matin du chef de l'État dans la station balnéaire turque. Justement, le chef de l'État a ouvert les travaux de ce forum sur l'agriculture. Je vous propose de suivre l'intégralité de ce discours dont les propos sont recueillis par Sanassi Keita. La présence de nombreux délégués à cette conférence témoigne de l'importance accordée à l'agriculture et au secteur agroalimentaire en Afrique et en Turquie. Tout d'abord, permettez-moi de remercier notre hôte gracieux, le président Recep Tayyip Erdogan, le peuple du gouvernement de la République de Turquie, ainsi que la mairie pour l'accueil chaleureux et légendaire que vous nous avez accordé dans cette ville d'Antalya. Distingués participants, mesdames, messieurs, comme la plupart d'entre vous le savent, l'Afrique est maintenant confrontée à la sécheresse, en particulier en Afrique orientale et australe. Cette crise, dirigée par El Nino, a réussi les récoltes, provoqué la mort du bétail et perturbé les moyens de subsistance. Il a également augmenté le taux de malnutrition des enfants, en particulier ceux de l'Afrique rurale, et a attisé en hausse les prix des denrées alimentaires pour les citadins. Cette crise a mis en évidence la nécessité d'adopter et de mettre en œuvre des stratégies coordonnées d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et d'accorder la priorité à l'agriculture en allouant 10% du total des dépenses publiques au secteur agricole tel que prévu dans le cadre du programme global de développement de l'agriculture en Afrique adopté à Maputo, en Mozambique en 2003. Cela nécessite également de faire de l'irrigation une priorité dans l'agriculture africaine. Malgré les vastes ressources en eau en Afrique, seulement 6% des secteurs agricoles sont actuellement sous irrigation. Autre défi dont l'Afrique est confrontée est la famine, qui est principalement due à la faible productivité agricole et à la sécheresse. En Afrique, les taux de production de céréales et de productivité sont les plus bas selon les normes. Par exemple,
Le rendement moyen en riz par hectare en Afrique est environ la moitié de la moyenne mondiale. Le chiffre comparatif pour le rendement du maïs est encore pire, soit environ le quart de la moyenne mondiale. Pour accroître la productivité agricole, nous devons accorder la priorité à la recherche et à l'extension agricole. Le financement des systèmes nationaux et de recherche agricole doit être considérablement augmenté. Pour accroître la productivité agricole, nous devons accorder la priorité à la recherche et à l'extension agricole. Le financement des systèmes nationaux et de recherche agricole doit être considérablement augmenté. De plus, les liens entre la recherche des secteurs publics et privés devraient être renforcés. En outre, la recherche devrait être efficacement liée à l'extension des services consultatifs afin que les agriculteurs, en particulier les petits exploitants, puissent être aidés pour améliorer leur rendement. Il est également nécessaire de promouvoir l'échange de technologies agricoles entre les pays africains d'abord entre eux, ensuite entre l'Afrique et les pays CERT tels que la Turquie. La faible productivité agricole peut également être attribuée à la faible adaptation des technologies agricoles améliorées, telles que l'amélioration des semences et des races animales, des engrais et des systèmes d'irrigation. Distingués participants, mesdames, messieurs, un autre défi dont l'Afrique fait face est le faible investissement dans le secteur agricole par le secteur privé. Les investissements sont essentiels pour un développement agricole et rural rapide et la réalisation de la sécurité alimentaire en Afrique. Il convient donc que le thème de cette conférence porte sur Partenariat Afrique-Turquie pour le développement rural et la sécurité alimentaire. Cependant, il est de connaissance commune que d'énormes ressources financières abondent dans le secteur privé en Afrique et en Turquie. Témoin de l'importance, si elles sont effectivement mobilisées, peuvent stimuler les acteurs agricoles agroalimentaires dans les deux régions. Des voies et moyens devraient être trouvés par cette conférence pour encourager et attirer activement des investissements du secteur privé dans l'agriculture. Distingués participants, mesdames, messieurs, quelle a été la réponse de l'Afrique à tous les défis que j'ai soulignés? La réponse de l'Afrique peut être trouvée dans son cadre de développement appelé Agenda 2063, guide son développement au cours des 50 prochaines années. Il s'agit d'un cadre inspiré africain et d'appartenance africaine. À l'heure actuelle, le premier plan décennal de mise en œuvre qui s'étend de 2014 à 2023 est en cours d'exécution. Ce cadre a 7 aspirations et 20 objectifs. À Washington, les réformes du secteur de l'éducation au centre d'une réunion convoquée par le vice-président de la Banque mondiale. La rencontre a permis à la délégation guinéenne d'exposer les mutations en cours et les perspectives envisagées pour instaurer une éducation de qualité en Guinée. Compte rendu, Fatoumata Samoura. C'est une réunion convoquée par la Banque mondiale pour réévaluer les perspectives et les grandes problématiques du secteur éducatif en Guinée. L'occasion pour le ministre du Budget d'expliquer l'idéal du président de la République, l'adéquation entre la valorisation des ressources naturelles et la qualification des ressources humaines. Cette réunion est tout à fait bienvenue pour me permettre de mettre en place un plan d'action, un mode opératoire qui puisse nous permettre justement de l'éducation de base jusqu'au niveau le plus élevé et en passant par l'alphabétisation, quels sont les mécanismes à mettre en place pour pouvoir adresser au mieux cet important chantier. Le diagnostic du secteur de l'éducation est déjà posé par des spécialistes et d'autres acteurs. Leurs constats et suggestions sont compilés dans un rapport. Il ne reste plus qu'à élaborer un plan d'action, mobiliser le financement afin d'offrir une éducation de qualité aux enfants de la Guinée. Quand le président avait pris l'initiative de réformer le secteur éducatif, il y avait associé tous les acteurs, la société civile, les syndicats, les parents d'élèves, pour qu'ensemble on puisse réfléchir et voir qu'est-ce qui ne va pas,
qu'est-ce qu'on dispose comme moyen et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir changer les choses. Donc ces documents existent, en sachant aussi que c'est dans le PNDS aussi comme pilier. Donc tous ces documents, on a pris l'engagement de les transmettre à la Banque mondiale pour leur permettre de se faire une idée réelle de ce que nous voulons. En plus de ces réunions bilatérales avec la Banque mondiale et le FMI qui sont habituelles, la délégation guinéenne rencontre aussi des partenaires non traditionnels. L'objectif est le même, trouver l'appui nécessaire au développement de notre pays. À Conakry, le bilan des réformes économiques et financières de 2014 à nos jours, un examen par des cadres du département de tutelle impliqués dans la gestion des finances publiques et experts de l'Union européenne. L'objectif est de trouver les voies et moyens qui devraient permettre d'améliorer la gouvernance économique dans le pays. Boubacar Bar. Adopté en mai 2014 par le Conseil des ministres, le plan de réforme des finances publiques a enregistré des résultats encourageants dans le cadre de l'assainissement des finances publiques. Des textes ont été élaborés et rendus opérationnels, des mesures d'amélioration et de sécurisation des recettes fiscales et douanières ont été réalisées, la création et le fonctionnement de la Cour des comptes et l'inspection des finances ont été rendus possibles. L'objectif de cette rencontre, des cadres venus de tous les secteurs financiers des départements, est de faire l'autopsie du programme guinéen afin de recenser les éléments qui nécessitent d'être améliorés pour construire un système de gestion des finances plus efficace, rigoureux, transparent et qui intègre parfaitement le plan national de développement économique et social à l'horizon 2016-2020. On va plancher sur un document extrêmement important pour la Guinée, qui est le plan stratégique de réforme des finances publiques. Les finances publiques sont au cœur de l'économie. Il faut mobiliser les recettes, il faut mieux gérer les dépenses, il faut enregistrer ces opérations à travers un système comptable fiable, mais il faudrait aussi et surtout contrôler les opérations. Le secrétaire général des Finances a invité les participants à relever les défis qui nous interpellent dans la construction d'une économie fiable et crédible. Malgré les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du PREFIP, des efforts importants restent à fournir. C'est dire, chers participants, à quel point je compte sur votre détermination et votre engagement pour identifier les mesures et actions de réforme pertinentes pour atteindre le renforcement de la gouvernance économique et financière. Pour mieux répondre aux attentes du gouvernement et aux partenaires techniques et financiers qui ont accompagné la Guinée dans ces réformes, 3 groupes thématiques ont été constitués sur la base de 3 grandes composantes. Signalons que l'Union européenne a participé de manière significative à la tenue de cette rencontre multisectorielle. Par ailleurs, le chantier de construction de la cité douane située à Koléa dans la commune de Matam avance. Le chantier est confié à l'entreprise Adoua du Maroc qui promet de réaliser 750 appartements sur le site. Déjà, 4 immeubles sont sortis de terre. Un premier lot sera livré à la fin de l'année. Le ministre marocain de l'aménagement du territoire en mission de travail à Conakry a visité les lieux. Il se dit rassuré de la qualité des infrastructures. Reportage Saint-Martin Francine-Adouno. Le chantier de construction de la cité douane d'Ankoléa, un projet né du partenariat public-privé avec le groupe Adoua, une entreprise marocaine. Lancé il y a plus de 2 ans, le chantier avait accusé du retard dans son exécution. Aujourd'hui, les travaux redémarrent à la satisfaction des autorités du secteur de l'habitat. 4 immeubles sont sortis de terre. C'est la première phase du projet. 8 immeubles au total seront réalisés pour 750 appartements. Aujourd'hui, avec les partenaires, nous sommes très fiers de montrer à l'opinion publique que ces chantiers sont en train d'avancer. Comme vous voyez, 4 immeubles sont sortis de terre déjà et 4 autres s'apprêtent également à sortir de terre. Et après ici, il y aura bien sûr d'autres sites. Le ministre marocain de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, en visite de terrain avec son homologue guinéen, est rassuré de la qualité des travaux. Je constate avec beaucoup de bonheur que après plusieurs relances, eh bien, maintenant les travaux vont bon train, que les immeubles sont en train de s'élever. Là, nous sommes en présence d'une série d'immeubles, 8
8 immeubles qui font un rez-de-chaussée plus 8 étages et ça devrait totaliser quelque chose comme 750 logements. Je viens de parler au directeur général du groupe Doha qui sera là lui-même demain pour veiller à ce que les travaux soient réalisés dans les temps qui ont été impartis. Maintenant que ça a démarré, je peux vous dire que normalement il devrait y avoir un premier jet d'appartements qui devrait être livré d'ici la fin de l'année. Les travaux seront exécutés avant fin 2017. Une fois achevés, les infrastructures contribueront à l'amélioration de l'image de l'habitat de Koléa. Dans la savane guinéenne, précisément à Kouroussa, la sous-préfecture de Sissela a désormais une nouvelle mosquée. Cette maison de Dieu est l'œuvre d'un fils ressortissant de la localité qui vit en Angola. L'inauguration de la dite mosquée a eu lieu récemment en présence du grand imam de la mosquée Faisal, Elhaj Mohamed Salou Kamara. Reportage Komara Moussa. Cette nouvelle mosquée de Kouroukoro dans la sous-préfecture de Sissela est à l'image de la grande mosquée de Jérusalem selon son architecte. La réalisation de l'édifice concrétise une promesse tenue par l'un des fils de la localité. Un jour, il avait dit, le jour où il ira à la mine, à la recherche des diamants, et que Dieu lui donne cette pierre précieuse, il viendra construire une mosquée dans son village natal. Et dès qu'il a eu cette pierre, il a tenu à respecter son engagement. Les fidèles musulmans sont au rendez-vous pour l'inaugurer. Le premier imam de la grande mosquée de Conakry concentre son sermon du jour sur la paix et l'unité entre tous les fils du pays. La mosquée a été construite pour unir les musulmans. Nous devons vivre dans l'unité, oublier nos divergences. Nous sommes musulmans, acceptons les principes clés de l'islam qui sont le pardon, l'unité et l'acceptation. À Kouroukoro, cette belle œuvre est vivement saluée par la communauté fortement enracinée dans l'islam depuis des lustres. Elle va sans nul doute contribuer à la promotion et à l'expansion de l'islam dans le Oulada, foyer des grands érudits. Les deux grands-pères de celui qui a édifié cette maison de Dieu ont été des érudits. L'un venant de Bakel, Elhaj Mamadi Kébé, qui s'est installé à Kouroussa. L'autre originaire d'ici, Diankaba Sori, qui aussi a été un érudit. C'est le petit-fils qui a construit cette mosquée. Les travaux de construction de cette infrastructure ont commencé en 2012. Elle est bâtie sur une superficie de 2000 m² et reçoit plus de 500 fidèles musulmans. Et puis vous suivrez l'intégralité de l'inauguration de la mosquée de Kouroukoro après ce journal. Réforme du secteur de sécurité. Des agents de la brigade de recherche et d'intervention BRI sont désormais outillés pour faire face au banditisme sous ces diverses manifestations. Ils sortent d'une formation en arts martiaux et autres, comme pour contrer notamment les prises d'otages et les attaques à main armée. Reportage Alfaïsia Gaba, Mamaïsata Kamara. La brigade de recherche d'intervention BRI est enfin prête à combattre le grand banditisme. Après 2 mois de formation, cette nouvelle unité doit répondre aux attentes dans la lutte contre le grand banditisme. Actions terroristes, prise d'otages, braquage armé, la BRI est préparée à toutes les opérations musclées. La formation assurée par des officiers français et guinéens est un pan du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité. Dans le cadre de la réforme des services de sécurité et de la protection civile, notre département, en collaboration avec l'Union européenne, a créé en sein de la direction centrale de la police judiciaire une division d'appui opérationnel. Après des moments intenses de formation à Kinia et à Conakry, nous avons acquis des nouvelles connaissances nous permettant d'accomplir notre mission régalienne. Au cours de la formation, une autre unité d'intervention est créée. Il s'agit de la division d'appui opérationnel DAO.
Cette autre unité sera chargée de recueillir des renseignements en appuyant les services d'enquête sur les individus suspects. La DAO permettra de lutter efficacement contre le grand banditisme et les réseaux de trafic de tout genre. Cette unité va travailler ensemble de concert avec les autres unités appelées BRB et BAC. Et j'ai fait donner des instructions précises en ce qui concerne la cohésion dont ils devront faire preuve, la solidarité et surtout la synergie qui devra les caractériser au plan opérationnel. C'est une nouvelle unité qui a été bien formée et qui va être lancée sur le chantier et qui a déjà commencé à engranger des résultats, et notamment sur deux affaires. L'affaire de l'attaque du recteur de l'Université générale Lansana Conté et également l'attaque du préfet de Koya. Initiée par le gouvernement guinéen en partenariat avec l'Union européenne, cette formation permettra à ces 70 agents d'être outillés de capacités opérationnelles et de nouvelles techniques d'intervention. Tous seront déployés à la direction centrale de la police judiciaire. Dans la capitale des agrumes, des inspecteurs phytosanitaires étaient récemment en conclave. La lutte contre les mouches des fruits, notamment celle de la mangue, était au centre des débats. C'est une action du projet de développement de la filière mangue à travers le comité de liaison Europe-Afrique-Caraïbes-Pacifique. Reportage Falilou Diallo. Avec un potentiel de production estimé à 100 000 tonnes par an et une quantité d'exportation de 30 000 tonnes de mangue fraîche, la filière occupe plus de 30 000 acteurs du monde agricole. D'où cette rencontre de Conakry pour élaborer des procédures de contrôle des exportations, notamment la mangue. Et les inspecteurs phytosanitaires constituent la cheville ouvrière de cette opération. Dans le cadre du développement des exportations de la mangue, nous avons jugé utile de faire en sorte que tous les inspecteurs de qualité qui sont concernés pour délivrer des certificats qui doivent accompagner ce produit à l'exportation puissent avoir leur capacité renforcée. Donc connaître effectivement quelles sont les réglementations en la matière, connaître effectivement quelles sont les procédures qu'ils doivent faire pour contrôler, certifier et accompagner les produits à l'exportation. Nous ne voulons plus qu'un produit guinéen soit refusé. L'année passée, en 2015, on a eu déjà 2 cas de notification. Nous voulons cette fois-ci que tous les produits qui passent en Guinée soient contrôlés et vérifiés. C'est pour qu'ils soient formés, pour qu'ils soient à la mesure de ça. Parce que contrôler, ça veut dire fouiller et avoir tous les éléments qui déterminent que la qualité du produit est de prochain. Au regard de la qualité de mangue de Guinée, des conditions de vie des communautés vivant dans les zones de production, force est de reconnaître qu'il existe des défis à relever. Le problème chez nous, nous produisons, mais nous n'avons pas la qualité. Il faut respecter les 5 piliers à l'export. C'est un des piliers sur lesquels nous sommes aujourd'hui. C'est la qualification du système par nos agents d'inspection et de contrôle pour que le produit soit un produit de qualité sur le marché international afin que nos concurrents, que je ne cite pas les noms ici, on les connaît, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, puissent retrouver encore le label Guinée avec le fruit qui a une saveur exceptionnelle. Pendant 3 jours, ces inspecteurs venus des régions de Kankan et de Kindia vont faire l'état des lieux pour mieux qualifier le dispositif d'inspection et de contrôle, mais également fournir les orientations à la prise de décision qui contribuent au développement des exportations de mangue de Guinée sur le marché international. Poursuite des activités de Conakry, capitale mondiale du livre. Plusieurs stands sont érigés à la Blue Zone de Kaloum. Parmi eux figurent en bonne place ceux des ONG et institutions qui, à leur tour, ont décidé d'accompagner cet événement culturel. Reportage au Moutouré. L'événement Conakry Capitale mondiale du livre, c'est aussi la présence des ONG et institutions internationales de soutien à l'éducation, des structures qui viennent associer leur image à la plus grande rencontre littéraire internationale. Dans ces stands érigés à la Blue Zone de Kaloum et au CCFG, de nombreuses œuvres de référence sont exposées. Des exposants venus de loin
pour faire passer leur message. Nous sommes là pour exposer dans le cadre d'un de ces projets appelé EduKindia, au fait qui dans son volet 3 a initié des échanges citoyens entre les enfants de Kindia et ceux de la France. Le fruit de ce travail de ces enfants que nous avons exposé ici aujourd'hui à cet grand événement. C'est une fierté pour nous de vraiment encourager des œuvres comme ça, que toutes ces réalisations arrivent. On dirait le meilleur des livres. C'est comme la Coupe du monde de livres. Que nous abritons ça c'est une fierté. J'encouragerai et je dirai à toutes les autorités de vraiment encourager des œuvres comme ça, encourager l'alphabétisation de la jeune fille, des enfants et surtout encourager la presse aussi. À ce rendez-vous où la formation est mise à l'honneur, les jeunes sont mobilisés dans le public, mais ils sont surtout acteurs. Ici, les députés juniors tiennent le stand de Plan Guinée. Notre présence ici pour l'événement Conakry Capitale mondiale du livre, c'est pour des œuvres que nous sommes venus exposer avec notre partenaire Plan Guinée. Donc nous allons avoir une succession d'activités que nous allons mener pour encourager les enfants à la lecture qu'ils ont délaissée pour le cinéma. Et nous allons faire des campagnes qui vont encourager les enfants à revenir vers la lecture. À ce rendez-vous culturel, il y a de la diversité. Au-delà du livre, d'autres formes d'associations assurent leur présence par des animations sur scène appréciées du public. La dépression est aujourd'hui considérée comme un véritable problème de santé publique. C'est pourquoi l'OMS a placé cette année la Journée mondiale de la santé sous le thème « La dépression, parlons-en », une façon de conscientiser davantage sur ce phénomène de santé publique. Explication, Kiano Maroufba, Nabi Kamara. La prévalence à la dépression serait de 23% en Guinée selon les données hospitalières. Au service de la psychiatrie de l'hôpital national d'Onka, les malades de troubles mentaux sont suivis quotidiennement. Cette maladie se caractérise par une tristesse persistante, une perte d'intérêt et une incapacité à accomplir les tâches quotidiennes. La dépression est aujourd'hui considérée comme un véritable problème de santé publique. La dépression, c'est une maladie très fréquente. Très fréquente. En général, c'est une maladie qui n'amène pas les gens dans la rue. C'est une maladie qui n'amène pas les gens à consommer dans la poubelle, à manger dans la poubelle. Mais c'est une maladie, parce que vous savez, c'est la seule maladie où on préfère la mort à la vie. Donc il y a ce qu'on appelle la douleur morale. Donc c'est une maladie terrible. Quand ça arrive, ça peut entraîner des problèmes relationnels, parce qu'on devient nerveux, on devient paresseux, on est découragé. Et avec les autres, ça devient très difficile. Environ 332 millions de personnes dans le monde sont touchées par la dépression, principale cause d'incapacité à l'échelle mondiale, selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est important de prévenir, de traiter toute urgence les personnes touchées par ce trouble mental grave et complexe. Le simple fait de parler de la dépression peut aider à prévenir en mettant fin à la stigmatisation. Le fait de rechercher des soins en parlant avec une personne de confiance peut être une première étape vers la guérison. La reconnaissance des symptômes dès le début d'un épisode dépressif est essentielle pour empêcher la dépression de se transformer en maladie chronique. Le ministère de la Santé a déjà une politique nationale de santé. Le ministère dispose d'un plan national de développement sanitaire qui prend encore la santé mentale et l'ensemble des problèmes psychiatriques que nous vivons dans notre pays. En Afrique, ce sont près de 30 millions de personnes qui souffrent de dépression. D'ici 2020, elle serait la deuxième cause des consultations après les maladies cardiovasculaires, à en croire les spécialistes. Et puis, la journée africaine de la prévention des risques professionnels a été célébrée ce jeudi à Conakry par la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale. Une occasion pour les autorités en charge de la santé et de la protection sociale de mettre un accent sur les risques liés aux activités socio-professionnelles. Le point avec Younous Atawel Kamara. L'évaluation des risques professionnels, gage d'une modernisation des outils de gestion de la santé et sécurité au travail. C'est le thème retenu cette année pour célébrer la 21e journée africaine de la prévention des risques professionnels. Dans notre pays, il faut que nous apprenions aux gens à respecter les mesures
d'hygiène et de sécurité. C'est très important. Le temps que nous passons sur le lieu de travail est de loin supérieur au temps que nous passons dans nos domiciles respectifs. Alors le lieu de travail doit être considéré comme notre premier environnement, raison pour laquelle nous devons de créer un environnement sain. Selon l'OMS, au niveau mondial, 85% des travailleurs du secteur informel ne bénéficient pas des services de médecine du travail. Et près de 70% des travailleurs n'ont pas d'assurance pour les cas de maladie ou d'accident du travail. Une préoccupation pour les autorités guinéennes et leurs partenaires. Il n'y a pas de développement sans ressources humaines efficaces et qualifiées. Donc pour ce faire, ces journées représentent quelque chose de très important pour nous parce qu'il s'agit de l'adéquation entre les professionnels et leur environnement de travail. En fait, tout ce qui régit du point de vue sécurité, du point de vue santé, entre les employés, les travailleurs et leur environnement de travail est censé être couvert par les discussions, n'est-ce pas, qui auront lieu au cours de ces journées. En Guinée, de nombreux travailleurs sont exposés aux risques liés à leurs activités socio-professionnelles. Ces risques qui varient selon les secteurs d'activité bouleversent souvent la vie de plusieurs individus. Le PDG de la société industrielle de visite technique Civita est en séjour à Abidjan. Dr Bala Moussa Keïta entend nouer un partenariat avec ses hôtes dans le but de la relance et de la dynamisation de la Civita. Ibrahima Keïta, envoyé spécial. Après la conférence de Ouagadougou sur l'uniformisation de la visite technique automobile dans l'espace CEDEAO, le PDG de la société industrielle de visite technique automobile Civita s'est rendu à Abidjan. Dans la capitale ivoirienne, Dr Bala Moussa Keïta est venu se faire une idée des dispositifs de contrôle en Côte d'Ivoire. À la station de Vridi, plus de 500 véhicules sont contrôlés par jour. Du système de freinage en passant par l'éclairage, les suspensions, le parallélisme, bref, tout est passé au pain fin pour détecter les anomalies. Au cours de cette visite, Dr Bala Moussa Keïta et son homologue ivoirien ont échangé sur plusieurs questions liées à la visite technique automobile dans l'espace CEDEAO. On voulait que dans la sous-région, on parle le même langage et qu'on fasse en sorte qu'un véhicule, une visite qui est passée à Conakry, une visite qui est passée au Burkina, une visite qui est passée à Dakar ou à Abidjan, on soit effectivement sur le même plan d'égalité et que ça soit uniformisé pour permettre d'avoir le même contrôle dans la sous-région. Dans cette perspective, la Société ivoirienne de contrôle technique automobile et la Civita envisagent un partenariat technique solide dans le cadre de l'uniformisation du contrôle technique automobile en Afrique de l'Ouest. Ce partenariat est partenariat technique et j'ai nos associés européens qui sont tous d'accord qu'on actualise les choses à l'africaine parce que l'Afrique est devenue le dépotoir des véhicules finis en Europe ou en Amérique. Et il faut que nous aussi on s'adapte pour que franchement nos parents cessent d'être les victimes de ces véhicules vêtus et rejetés d'Europe. Dans le but de faciliter la mobilité des populations dans la sous-région ouest africaine, la compagnie Air Côte d'Ivoire vient d'inaugurer une nouvelle agence de voyage. La cérémonie a connu la présence du haut représentant du chef de l'État. Suivez ce publi-reportage de Al-Gassi Mouba. L'agence Air Côte d'Ivoire ouvre ses portes à Conakry. Son siège social est situé sur le boulevard du commerce à Kaloum. Cette compagnie aérienne a décidé de s'implanter en Guinée pour faciliter la mobilité des populations dans la sous-région ouest africaine. Air Côte d'Ivoire propose une autre solution que des vols fastidieux dans la région en offrant des vols directs entre son hub d'Abidjan et la majorité des capitales de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre. Créé en 2013, Air Côte d'Ivoire vient renforcer la présence des compagnies aériennes de voyage en Guinée, une marque de l'ouverture du pays au monde. On était fermé parce qu'avant il n'y avait que 3 compagnies essentielles qui desservaient la capitale Conakry. Aujourd'hui nous en sommes 13. Donc le ciel est complètement ouvert aujourd'hui.
Et aussi, quand il me parle de taux de remplissage de près de 40%, ça c'est quand même encourageant. Ça prouve que cette compagnie travaille bien chez nous. Et j'ai cru comprendre qu'en l'espace de quelques temps, ils ont créé 11 emplois. Et nous souhaitons bon vent à Air Côte d'Ivoire et surtout vive la coopération guinéo-ivoirienne. Air Côte d'Ivoire dispose de 10 avions. Des Airbus sont annoncés. 9 liaisons hebdomadaires seront établies entre Abidjan et Conakry. Et puis cette année, le coût individuel du pèlerinage s'élève à 40 672 000 francs guinéens. L'annonce a été faite ce jeudi par le secrétaire général aux affaires religieuses. Elhadj Abdoul Karim Djoubaté a rappelé aux futurs pèlerins que seuls les passeports biométriques sont admis pour l'obtention du visa et l'âge maximum est de 70 ans. Le départ du premier convoi des pèlerins guinéens pour la Mecque est prévu la première semaine du mois d'août. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Oumou Touré. Bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir et à très bientôt.